L'analyse de l'actualité israélienne, c'est avec vous, Rina Bassiste, journaliste et analyste. Bonjour. Bonjour Elsa, Boker Tov. Et les frappes américaines contre la République islamique d'Iran qui ont repris de façon limitée cette nuit. Dans une interview accordée à Fox News, le président américain Donald Trump a déclaré qu'Israël n'était pas impliqué dans cette vague d'attaques. Quelle est la logique, Rina, quelques jours avant les États-Unis qui retiennent le bras d'Israël quelque part pour frapper l'Iran et aujourd'hui qui s'y mettent à leur tour? Quelle est la stratégie? Bon, ça veut dire peut-être que les négociations arrivent à un point extrêmement sensible. On a l'impression que, comme si les Américains ils sont pas sûrs en fait quelles sont les intentions des Iraniens. Est-ce que au fait qu'on arrive à un point sensible, les Iraniens veulent arrêter parce qu'on est trop proche à un accord? Peut-être ils sont pas intéressés en fait. Pour eux, ça convient ce status quo entre guillemets, où ils tiennent toujours la main sur le détroit d'Ormuz, où ils continuent à constituer une menace sur la région et même sur les intérêts américains dans la région. Ça, c'est une hypothèse. Et l'autre hypothèse, c'est qu'effectivement, comme on est très, très proche à un accord, chaque partie essaye de mettre la pression sur l'autre pour profiter des derniers avantages. Donc, on a l'impression que même Washington hésite entre les deux options. Et là, comme il y a hésitation et comme les Iraniens, pour l'instant, ne fléchissent pas, on a vu effectivement cette deuxième nuit consécutive de frappes américaines avec une menace du président américain qui disent si vous pliez pas, si vous signez pas sur la ligne, voilà, on va continuer à frapper avec toutes les forces. Bon, il utilise des mots plus explicites que ça. Le vice-président aussi américain qui insiste ces derniers jours sur les divergences entre États-Unis et Israël. En tout cas, évidemment, les intérêts américains qui primeraient. C'est une ligne de fracture qui était peut-être déjà là, mais qui apparaît de plus en plus. Oui, je crois que la ligne était là presque au début des négociations parce qu'on sait qu'Israël n'était jamais dedans. Les Américains, ils n'ont pas vraiment consulté, ils n'ont pas donné aux Israéliens les détails de cette fameuse publication comme si les Israéliens augmentent l'espionnage contre les Américains. On n'est pas tout à fait sûr que c'est vrai, mais ça reflète cette impuissance côté Jérusalem, où on ne connaît pas exactement les détails de ces papiers que les Américains essayent de faire signer les Iraniens. Et même si on sait, même si on croit ce qui est écrit dans les journaux, ces papiers n'est pas forcément à l'avantage d'Israël, parce que les Américains, ils ont plié, ils ont reculé de cette demande originale qu'il n'y aura plus un programme nucléaire iranien. Là, c'est juste une question de combien d'années. Est-ce que ça va être 10 ans comme les Iraniens demandent? Les Américains disent non, il faut pousser cette question d'enrichissement d'uranium de 20 ans. Ils vont peut-être faire un compromis 15 ans, mais 15 ans, c'est court. C'est pas à longue durée. Au contraire, ça donne aux Iraniens tout le temps de reformer des scientifiques et peut-être même, on ne sait pas, de balayer certains sites, récupérer des matériels, récupérer des technologies. Et 15 ans, dans la perspective israélienne, ce n'est pas un temps long, c'est un temps court. Et ça fait peur. Ça fait peur aux Israéliens parce que beaucoup en Israël, je pense, disent peut-être ça va se calmer cette fois-ci, on aura la paix ou la tranquillité, en tout cas pour quelques années, mais après, ça va recommencer. Donc, cette ligne de fracture, il existe. Et il y a aussi une autre fracture, ça, c'est est-ce qu'on fait cette liaison, on accepte qu'il y a une liaison entre les négociations en Iran et ce qui se passe au Liban. Israël essaie justement d'écarter les deux sujets. Les Américains, on a l'impression qu'ils ont accepté au moins de façon partielle ces demandes iraniennes comme si les deux théâtres sont liés. En Israël, la Knesset a approuvé hier en première lecture une loi fondamentale sur l'étude de la Torah, le texte qui assimile justement l'étude de la Torah au service militaire. C'est un nouveau pas dans toutes les tensions autour de la conscription des ultra-orthodoxes et ce vote qui s'est fait d'ailleurs sous tension à la Knesset. Oui, d'abord, il faut peut-être préciser que la version originale, effectivement, faisait une comparaison explicite entre ceux qui étudient la Torah et ceux qui servent dans l'armée. Cette comparaison explicite
elle n'existe plus. Dans le texte qui était voté au premier vote, on ne les voit pas. Et bien sûr, ça aurait été très, très, très compliqué pour les membres de Likoud à voter pour quand même, parce que ça va extrêmement loin. Donc là, les ultra-orthodoxes n'ont pas réussi. On peut s'imaginer qu'ils savaient qu'ils ont poussé un peu trop loin avec cela. Mais déjà, les textes, en fait, incarnent une nouvelle caractère presque de l'État d'Israël. Un État qui constate que l'apprentissage de la Torah, c'est une valeur qu'il faut encourager. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut encourager? Bien sûr, ça va dans cette direction à donner plus de budget, plus de bénéfices aux gens qui étudient la Torah, justement au moment où l'opposition israélienne et une grande partie de la société israélienne cherche exactement l'inverse. Dire que non, il faudra que la communauté ultra-orthodoxe partage tout ce que nous on fait, partage les paiements des impôts, partage les services militaires. Effectivement, si ça passe, pendant on est au premier vote, il faudra encore 2 votes pour que ça devienne une loi avec une majorité spéciale. Ce n'est pas une majorité normale, donc on ne sait pas si ça va se passer avant les élections, mais ça pousse vraiment à l'extrême ce combat sociétal qui est mené actuellement en Israël. Et enfin, Rina, les menaces, à nouveau, elles sont assez fréquentes, mais là, du président turc Recep Tayyip Erdogan qui dit que les frappes israéliennes dans la région menacent aussi la Turquie. Il appelle à mettre fin à, je cite, l'agression israélienne. Pour lui, Israël qui serait donc une menace pour le monde entier. Faut les prendre au sérieux, ces menaces? Disons, ce pas des menaces qui vont amener à un conflit militaire, si vous voulez, entre Israël et la Turquie, non. Mais bien sûr, c'est très désagréable, surtout qu'il répète cette comparaison entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et Hitler. Bien sûr, une comparaison qui est inacceptable pour personne en Israël, y compris l'opposition israélienne. Et ça souligne aussi le fait que a priori, il n'y a pas de réparation à cette crise entre Israël et la Turquie. On ne va pas revenir à cet âge doré où vraiment il y avait une coopération régionale extraordinaire sur tous les niveaux, sécurité, mais aussi dans d'autres domaines. Et ça arrive à un moment très sensible aussi où Israël et d'autres pays de la région avancent plusieurs projets énergétiques, y compris les câbles sous-marins, y compris des projets de gaz naturel. Tout ça, ça agace évidemment les présidents turcs. Ça peut justement encourager Israël à renforcer ses liens avec la Grèce et le Chypre.